Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission appelée Tectonique géopolitique consacrée au Yémen. Le Yémen, pays du Moyen-Orient, situé entre l'Arabie saoudite au nord, l'Oman à l'est, il partage une longue façade maritime au sud avec l'Érythrée et à l'ouest avec Djibouti. Sa capitale est Sanaa. Le Yémen vient de l'Empire ottoman. Après la Première Guerre mondiale, il est colonisé par les Britanniques. Pendant la guerre froide, le Yémen est divisé en deux blocs. Le Yémen du Nord, communiste, et le Yémen du Sud, pro-occidental. Après la chute de l'URSS, la réunification suit, mais les inégalités sociales et les créations ethniques et religieuses fragilisent cette réunification. Dès lors, les mouvements de revendication naissent. Elles sont portées par un certain Badreddin al-Houthis, taxé de rebelle par le pouvoir yéménite pro-occidental. Parmi les revendications des Houthis, l'opposition à l'hégémonie américaine dans le Moyen-Orient, l'opposition à la guerre en Irak, avec pour slogan fort « Dieu est grand, mort à l'Amérique, mort à Israël, malédiction sur les Juifs, victoire à l'islam ». À la suite d'actions concomitantes et les attaques des Houthis, le président Abdallah Saleh est renversé et remplacé par son vice-président Mansa al-Hadi. Une alliance se crée entre l'ancien président Saleh et les Houthis qui voit une reconquête rapide des provinces dans le sud jusqu'à la capitale Sanaa. Le président Hadi se réfugie dans la ville portuaire d'Aden, puis en Arabie saoudite. Le 11 août 2009, l'Arabie saoudite lance une coalition sous l'égide du Conseil de coopération du Golfe, composé de 10 pays, notamment le Koweït, le Maroc, le Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Qatar, la Jordanie, le Soudan, l'Oman, l'Égypte et l'Arabie saoudite elle-même. Se déclenche alors la guerre internationale du Yémen, avec des bombardements massifs, l'envoi des troupes au sol et les embargos multiples. Les Houthis longtemps dans l'axe de résistance composé du Hezbollah, du Hamas, de la Syrie et de l'Iran contre l'Israël et ses politiques de colonisation et à Israël à travers, à la suite de l'offensive israélienne du 7 octobre 2023 contre Gaza, les Houthis, en solidarité avec la Palestine, déclarent la guerre à Israël à travers des frappes de missiles et de blocus des navires israéliens et de ses alliés dans la mer Rouge. Bienvenue en 2017, le 17 mars 2025, les USA bombardent la province de Sada, bastion majeur des Houthis. Voici ainsi planté le décor de cette tectonique géopolitique consacrée au Yémen. Il a accepté d'être avec nous encore une fois de plus dans le cadre de cette nouvelle émission. Il est spécialiste des affaires internationales, de la géopolitique internationale et nationale, géostratège par ailleurs, président du nouveau mouvement populaire. Bonsoir, Monsieur Bandakani. Bonsoir, Madame Yepmou. Je suis impressionné par votre entrée tonitruante. Vous avez l'audace de m'affubler de gros titres. J'espère que vous avez demandé l'autorisation de Famen Ndongo, qui est le garant du respect de la sacralité des traditions universitaires et la diplomania qui va avec. Donc, vous allez me faire assassiner par les maîtres du savoir, tels que déclinés par les titres universitaires, géostratège, internationaliste, tout ça. Vous aimez créer le problème. Hein? Heureusement que j'ai fait une émission pour dire que moi, je ne suis pas docteur en doctorat. Moi, je ne suis rien. Moi, je suis un petit débrouillard qui fait des analyses géopolitiques. Monsieur le Président, vos sorties médiatiques en termes de géopolitique sont une référence dans le monde entier. Donc, ça ne donne pas l'agrégation, ça ne donne pas le doctorat. Oui, on n'a pas besoin de doctorat forcément, mais bon, les analyses percutantes que vous avez souvent à l'endroit de
de ces questions géopolitiques. Étant une référence, on peut donc se référer à cela pour dire de justesse ce que vous êtes. Vous êtes un analyste géopolitique et géostratège je vous rassure. de haute volte, monsieur. Je vous rassure. Je n'ai pas peur du plébiscite populaire. Mais je dis seulement que Famara Ndongo n'est pas d'accord avec ça, c'est tout. Merci, bienvenue. C'est une façon de s'amuser. Merci, bien On peut sûr, faire de la monsieur le géopolitique président, en s'amusant. Bien sûr, Voilà. monsieur le président, dans cette manière d'entrer en matière, avec toute la convivialité que cela sied. Merci, monsieur le président. Je ne serai pas seul dans le cadre de cette émission. Monsieur Mpek, qui a pris le soin de présenter, de proposer cette grande thématique dont il a à cœur, est avec nous ce soir. Bonsoir, monsieur Mpek. Bonsoir, madame Yepmou. Je salue également, comme le président l'a si bien dit, votre entrée tonitruante et votre voix extrêmement charismatique. Merci, monsieur Mpek. Oh, c'est la communauté des intervieweurs. Les intervieweuses qui se congratulent mutuellement. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose pour nos internautes. Mais n'oubliez pas, nous on l'a dit, c'est un cadre de formation aussi. Je tiens à ça. Au-delà de la bataille géopolitique, du combat panafricaniste, c'est aussi un cadre de formation, d'émergence de nouveaux visages de la jeunesse africaine qui s'intéresse à ces questions fondamentales, ces questions stratégiques, ces questions basiques qui font peur à beaucoup. Donc, je suis très content de voir que ça monte, et ça va continuer à monter. Et d'ici peu, nous allons penser à prendre notre retraite. Voilà. Merci, monsieur le président. Nous allons entrer dans le vif de notre sujet. Je vous en prie. Et sans plus tarder, monsieur le président, depuis pratiquement sa réunification en 1990, le Yémen n'a pratiquement jamais connu de période de stabilité ou de paix totale. Monsieur le président, parmi les causes majeures des conflits que nous relevons, en tout cas qui sont évoqués, nous pouvons citer les conflits entre chiites et sunnites qui sont évoqués, nous pouvons citer les divisions ethniques nord-sud, entre guillemets, monsieur le président, nous pouvons citer également les guerres par proxy, parce que ce sont des accusations que nous avons relevées. Monsieur le président, quelles sont selon vous les vraies raisons et les raisons profondes de ce conflit? Est-ce qu'on doit réduire ce conflit à des diatribes, à des grimaces telles que c'est évoqué? Pas du tout, évidemment, pas du tout. Je vois que vous avez déjà, vous familiarisé avec les repères d'analyse qui permettent de ne pas succomber à l'empoisonnement ambiant constitué par les faux récits, la propagande occidentale qui consiste à réduire la géopolitique à une espèce de mission civilisatrice de l'Occident. La géopolitique serait un prolongement, la continuité de la mission civilisatrice de l'Occident. Mission civilisatrice qui, pour s'accomplir, a besoin de nouvelles croisades démocratiques. Il faut démocratiser la planète. Il faut installer la bonne gouvernance. Attention, hein, c'est très sérieux. La bonne gouvernance, supposant que l'Occident a le monopole de la bonne gouvernance, à la maîtrise de ce qu'on appelle le savoir gouvernemental, de ce fait donc est en position incontestable de dire qu'il gouverne bien, qu'il gouverne mal. N'oubliez pas l'autre levier de cette croisade globale, le levier de la salubrité planétaire. Il faut sauver la planète qui est endommagée par la violence humaine, l'irresponsabilité humaine. Ça passe par une reconfiguration totale de l'activité humaine, de l'économie mondiale, de la pensée humaine. Et plus grave alors, et c'est ça que le point important, d'une complète recréation, de fabrication de l'être humain. C'est le transhumanisme, c'est l'écologie, qu'on appelle le changement climatique, qui implique donc une transition, la transition écologique. Si on n'a pas ce tableau de bord, on ne comprend pas ce qui se passe. Le monde devient un chaos, sans tête ni queue.
Et évidemment, on explique donc les choses par les guerres tribales, la sauvagerie des tribus qui veulent partir dans la modernité, etc. Les dirigeants corrompus qui volent l'argent de leur pays et comme par hasard mettent tout ça à l'étranger, dans les banques, qui jamais ne refusent l'argent qu'on dépose chez eux, etc. Donc on va réduire un excès de population dans un pays où la croissance démographique serait en divorce total avec la croissance économique de ce pays, etc., etc. Donc il y a tout ce récit hallucinant qu'on nous vend, et évidemment qui relève du mensonge de géopolitique pur et simple. Donc il est important de planter ce décor. Alors, tout ce que je viens de dire, à la faveur de la chute du mur de Berlin, a pris une importance majeure. La phase de l'hyper-impérialisme américain qui a succédé à qui a suivi ce qu'on appelait la victoire de l'Ouest sur l'Est, la victoire de la liberté sur l'obscurantisme soviétique, etc. La phase qui a suivi, je disais, ça a été vous l'appelez l'hyper-impérialisme américain. Il fallait américaniser le monde, etc. Ça va déboucher sur la mondialisation, qui va déboucher sur la globalisation. Mais tout ça, ce sont des gros mots, des concepts. Il est important de voir quels sont les véritables mouvements de fond. C'est-à-dire qui travaillaient cette dynamique globale qui échappait au reste de l'humanité, mais que certains avaient la capacité de désigner comme étant la mondialisation, comme étant la globalisation. Il n'y a pas de mondialisation sans américanisation. Comme il n'y a pas de globalisation, dans une certaine mesure dans ses débuts, sans américanisation. Mais derrière, qu'est-ce qui est en train de se passer? On a constaté de manière capitale l'émergence frappante de puissances économiques, des méga entreprises internationales, plus puissants que les États en termes de budget, en termes d'organisation, en termes de capacité à se projeter. C'est-à-dire diviser le territoire de la planète en marchés, en parts de marché, indépendamment de la présence des États-nations. C'est-à-dire que quand les multinationales, là, les grosses entreprises, les grandes firmes internationales, globales, décident de sectionner la planète en marché à conquérir ou à consolider, il n'y a pas d'État qui demande son avis. Si on met de côté l'État américain, etc., qui lui-même est le temple d'une telle démarche. Et encore. Donc, c'est ça, l'émergence de puissances multinationales, de grosses firmes internationales, etc. Ce mouvement lui-même est inséparable d'un autre mouvement qui lui est concomitant, à savoir qu'on appelait la grande financiarisation. Mais ça renvoie à ce que j'ai toujours dit ici, à ce que Lénine avait appelé en son temps, la fusion du capital bancaire et du capital industriel, qui va produire quelque chose d'inédit dans le capitalisme et va imposer à celui-ci une mutation. Cette mutation a abouti à la domination de l'économie par la finance, puisque les grandes entreprises, les grandes firmes internationales dépendent des capacités à lever le financement nécessaire pour leurs opérations. Et ce monopole pour lever les financements, c'est plus les États qui les ont. C'est le marché financier international, c'est un ensemble de banques. Elles-mêmes sous le contrôle d'un marché financier international, lui-même sous la domination de quelques familles qui ont maîtrisé ce qu'on appelait la dématérialisation de l'argent, qui va aboutir à une espèce d'unification mondiale de la circulation monétaire consacrée par le système SWIFT, pour ne pas parler de la Banque des règlements internationaux, etc. Tout ça est consacré par le système de Bâle en Suisse. Ce sont des dynamiques qui échappent désormais aux États. Il a fallu la guerre en Ukraine pour que les gens se rendent compte de ce que signifiait la puissance du système SWIFT. C'est-à-dire que
on puisse sanctionner la première puissance nucléaire du monde avec un tel mépris et une telle brutalité, démontrant au monde entier que la Russie ne vaut rien, puisque le maire a dit nous allons mettre à genoux l'économie russe en quelques semaines, etc. On a sanctionné la Russie comme ça. Je dis toujours ça aux gens, que la brutalité avec laquelle les sanctions sont tombées sur la Russie doivent interpeller le monde entier, indépendamment de ce qu'on pense de la Russie. Parce que on ne s'en prend pas comme ça une puissance nucléaire, bon sang. C'est la plus grande puissance nucléaire. On parle de plus de 6000 têtes nucléaires, même plus, etc. Vous pouvez parler seulement du nucléaire, mais la facilité avec laquelle, l'arrogance qu'il y avait derrière les sanctions occidentales sur la Russie montrait que ces gens-là comptent sur autre chose que moi et vous, nous ne savons pas. C'est cette chose-là qu'il faut mettre sur la table, pour que les gens comprennent qu'est-ce qui est en train de travailler le monde. Donc, l'internationalisation, la mondialisation, la globalisation a consacré l'émergence de puissances globales qui ont déplacé les États, donc en dehors de l'Amérique, les États-Unis, dans une certaine mesure, l'Union européenne. La Russie et la Chine sont des cas particuliers, on y reviendra, puisque dans le schéma stratégique de l'Occident, c'est deux pays qu'il faut détruire, qu'il faut démembrer. Donc, c'est deux cas précis. Mais ça a débouché sur une dynamique qui, désormais, n'est-ce pas, a pour but de réguler fondamentalement la démographie mondiale de manière à sauver la planète, avec ce que cela signifie éliminer les hommes inutiles. Donc, il faut, comment on appelle ça? Il faut alléger le poids de la démographie. Vous ne pouvez pas le faire sans reconfigurer totalement, je me répète, l'économie mondiale. Vous n'allez pas reconfigurer l'économie mondiale sans reconfigurer les routes maritimes. Monsieur le Président, cette reconfiguration intervient-elle dans la situation au Yémen? Mais je suis en train d'arriver là. Vous m'avez demandé, est-ce qu'on peut réduire le conflit yéménite à des querelles tribales? Si je veux répondre à ça, je dois aller dans le fond des choses. Allons-y, Monsieur le Président. C'est ça qu'on cache. C'est ça qui est caché pour que justement les gens ne comprennent pas les conflits. Et pourquoi certains épicentres dans le monde, certains épicentres géopolitiques prennent feu à tout moment. Je dis bien épicentres géopolitiques. Le Yémen, c'est un épicentre de la géopolitique mondiale. Comme le conflit israélo-palestinien, comme les deux Corées. Donc vous avez plein d'épicentres comme ça dans le monde, comme l'Ukraine aujourd'hui, mais ce n'est pas le seul cas, comme l'Afrique, le Sahel, etc., les Grands Lacs, il y a beaucoup d'épicentres dans le monde. Donc, le Yémen en est un qui est capital. Donc, j'étais en train d'expliquer que si la nécessité de la reconfiguration de l'économie mondiale entièrement, dans cette perspective-là, n'est-ce pas, passe aussi par le contrôle absolu des grandes routes maritimes, des routes stratégiques où la richesse mondiale circule, où les circuits d'approvisionnement sont garantis, etc. Le Yémen fait partie de ces axes stratégiques. Alors, donc, quand donc les mondialistes, appelons-le comme ça, faute de mieux, les mondialistes décident donc de passer au stade supérieur de leur plan, après la chute du mur de Berlin, etc., après l'ensemble des crises, on lance donc ce qu'on appelait le Grand Moyen-Orient. Je commence à y arriver, le Grand Moyen-Orient. Qu'est-ce que le Grand Moyen-Orient? Le Grand Moyen-Orient, c'est la stratégie qui permet donc de réaliser ce que je viens de vous expliquer, entre autres. Dans le cadre de cette grande reconfiguration de la géopolitique mondiale, la première étape majeure, c'est le Grand Moyen-Orient. Mais pour qu'on puisse lancer le Grand Moyen-Orient, il a fallu qu'on crée un événement aux États-Unis, où les États-Unis se détruisent, frappent eux-mêmes sur les populations pour justifier le Grand Moyen-Orient. Ce sont les attentats du 11 septembre. Bravo, 11 septembre. Je crois qu'il y a assez d'informations aujourd'hui dans la rue pour permettre que personne ne me remette en cause ce que nous disons sur la question. Il y a tellement d'informations aujourd'hui. Donc ça permet de déclencher Grand Moyen-Orient. Le Grand Moyen-Orient... Kissinger, oui, mais c'était ce sont les Bush, George Bush. Oui, mais c'est une vieille doctrine. Donc, ça a permis donc de déclencher le Grand Moyen-Orient qui passait par la reconfiguration totale des rapports de force dans le Moyen-Orient. Ça veut dire quoi? Il faut que Israël devienne comment on dit ça, la grande puissance eschatologique de la région. Il faut qu'on ne conteste plus Israël. Israël doit avoir la suprématie dans cette région.
Pour ça, il faut que tous les États qui sont en mesure de nuire à Israël soient mis au pas, quitte à ce qu'ils soient détruits. Il faut bien comprendre cette affaire, Israël. Ça passe aussi par la maîtrise des routes maritimes, commerciales, etc., y compris leur configuration. Que cela se fasse au dépend de la Russie, on s'en foutait. On s'en foutait. Mais vous savez très bien que un des enjeux du conflit syrien, c'était la maîtrise des routes stratégiques par ce fameux axe du Nord, avec les gigantesques ressources en gaz qu'il fallait maîtriser. Ces gens ont décidé de renverser Assad pour maîtriser cette route en s'en fichant complètement de ce que pensait la Russie, entre autres. Nous y reviendrons entre guillemets. Tout à fait. On s'en fout de ce que pensait la Chine. Mais ils ont lancé le projet. C'est ça les attentats, c'est ça les fameux attentats. Guerre en Irak, on ne va pas y insister. Ça a déclenché donc ce processus qui va connaître un aboutissement terrible jusqu'au Sahel, jusqu'en Afrique aujourd'hui. On paye le prix en Afrique aujourd'hui. Donc le Yémen, c'est ça. Donc le Yémen, c'est ça. Donc le Yémen, lui, comme il est au cœur par sa position stratégique, c'est un carrefour, vous l'avez cité tout à l'heure, le carrefour entre beaucoup de pays stratégiques, l'Arabie Saoudite, le Yémen, tout ça, l'Éthiopie. Et au moins 3 détroits. Au moins 3 détroits, dont le fameux détroit de Mandem, où l'essentiel du pétrole. La 4e route maritime dans le monde. Dans le monde, l'essentiel du pétrole passe par là. L'essentiel du circuit trafic pétrolier passe par là. Donc, ce pays-là ne pouvait pas échapper à cette bourrasque. Je voudrais rappeler que le déclenchement de la guerre en Irak a été justifié parce que nous savons tous. On a décidé que l'Irak, c'est un rock state. J'aime rappeler ça. Rock state, c'est un État voyou. Cette décision elle est prise unilatéralement par le Conseil de sécurité américain. C'est-à-dire, c'est un État voyou. Qu'est-ce qu'un État voyou? C'est un État qui est dangereux pour Israël et par conséquent dangereux pour la sécurité des États-Unis. La sécurité américaine est décidée de manière unilatérale, mais on impose des conséquences à d'autres États qui n'ont en principe aucun problème avec les États-Unis. Et ce que les Américains considèrent comme étant leur intérêt vital. L'Irak va payer ce prix. Rock State, dont on décide de le punir, concept de guerre préventive. Ces deux concepts sont passés comme ça, comme on dit à gens, mais vous ne comprenez rien à la crise du Yémen, ni à ce qui se passe dans le Moyen-Orient, si vous ne prenez pas le temps de vous arrêter autour de ces deux concepts opérationnels, guerre préventive et État voyou. C'est très important. Le Yémen, donc, est un État voyou. Quand la guerre froide s'écroule, il n'a même plus d'intérêt, c'est-à-dire que bon, il n'a plus d'intérêt stratégique tel que c'était décliné lors de la guerre froide. Il suffisait que tu sois communiste, que tu sois intéressant pour la Russie, et que celui qui est non communiste soit intéressant pour l'Occident. Ça l'a bien évoqué tout à l'heure, la division des deux Yémen, non communiste, sud-pro-occidental. Quand la guerre donc se termine, cet enjeu n'existe plus. Le Yémen, sur le plan de la géopolitique mondiale et de la géostratégie mondiale, doit être reconfiguré. Puisque la guerre froide est finie. Alors, la tentative de fédérer les deux Yémen, on sait très bien que c'est une démarche occidentale puisque le président Saleh était un pion de l'Arabie Saoudite. Alors, l'Arabie Saoudite, lui-même, c'est quoi? C'est un pion américain, dans le cadre de la grande alliance qui la lie aux États-Unis. Ne vous fiez pas aux gesticulations de l'Arabie Saoudite dans les BRICS. J'appelle ça gesticulation parce qu'elle n'a pas rompu son alliance fondamentale avec les États-Unis. Et tant qu'elle ne l'a pas fait, l'Arabie Saoudite reste un enjeu majeur pour l'Occident, un levier important de la politique, de la géopolitique américaine, en particulier occidentale en général, dans cette sous-région. Dans le Yémen, à partir du moment où il n'est plus un enjeu tel que décliné dans le vieux monde de la guerre froide, il devient un problème à régler dans le cadre de nouvel enjeu du Grand Moyen-Orient. Alors, il a un problème, le Yémen. On va expliquer ça. Vous avez évoqué les paramètres géographiques, nous avons évoqué les paramètres géostratégiques, mais il y a un problème historique que beaucoup de gens méprisent, mais qui est capital. Le Yémen est l'une des plus vieilles civilisations de cette sous-région. Vous savez, quand on parle de la reine de Saba dans la Bible, le Yémen est négro-africain. Voilà. Historiquement, il est négro-africain. La reine de Saba n'est pas une blanche, c'est une noire. Nous y reviendrons, monsieur. Donc Salomon, selon la Bible, va tomber follement amoureux. Il a une histoire de civilisation extrêmement riche.
Le Yémen, extrêmement riche. Je pense qu'il a un ancien nom là, si je regarde mes bords. Voilà. La terre du royaume Himyarite. Quand on parlait de l'Arabie heureuse à l'époque, c'était le Yémen. Or, donc il a une grande mémoire historique. Mais vous avez évoqué l'Empire ottoman. La manière dont l'Empire ottoman s'est écroulé et tous les problèmes de nationalité qu'il a créés au Moyen-Orient, dans le conflit israélo-palestinien, je ne peux pas citer, a débouché sur un problème majeur, à savoir l'émergence de l'État qu'on appelle l'Arabie saoudite, qui s'est constitué sous la protection maternelle et paternelle de l'Occident, dont des Américains et les Anglais. Donc, quand l'Arabie saoudite se constitue, il a un problème fondamental, c'est que le Yémen est dangereux pour lui, de par sa forte croissance démographique, de par ce qu'elle représente en termes de mémoire historique et de connaissance de la sous-région. Monsieur le Président, donc, vous soulignez là le caractère eschatologique de cette guerre. On va y arriver. Pour l'instant, je donne des éléments pour que vous compreniez de manière fondamentale ce qu'on pourrait appeler l'élément, le facteur dynamisant de la sous-région. Votre mot tectonique est à sa place. La tectonique, donc ça bouge. Il y a un ensemble de facteurs permanents qui font que la sous-région, là, cet endroit est toujours en train de bouger. Le mot tectonique est à sa place. Alors la tectonique, un des dérivés de la tectonique, c'est d'abord le conflit qui est entre le conflit géopolitique permanent qui est entre l'Arabie saoudite et le Yémen. Parce que pour l'Arabie saoudite, un Yémen stable, maîtresse de ses ressources, unifié avec sa démographie, est inconcevable, inacceptable. Ça, c'est le levier principal de cette tectonique-là. Or, quand vous regardez ça, quand vous regardez l'Arabie saoudite, vous voyez qui? L'Amérique. Et quand vous regardez, quand on voit le Yémen dans ses configurations confessionnelles, on reviendra sur la fracture confessionnelle qui est entre d'une part les sunnites et les chiites. Les sunnites, c'est 55% de la population, les chiites, c'est 45%. C'est très grave. Ça veut dire quoi? L'Iran. Vous connaissez la rivalité eschatologique qui oppose l'Iran à l'Arabie saoudite, les deux courants entre guillemets majeurs de l'islam, le sunnisme et le chiisme. Donc c'est ça le fondamental. Donc, le Yémen donc, porte cette malédiction historique et civilisationnelle qui fait que si elle est unie et stable, il faut que ça soit sous la domination de l'Arabie saoudite, donc des États-Unis. Vous avez parlé, on va parler du mouvement Houthi. Les Houthis, quand vous voyez comment ils déclinent leurs objectifs et ils désignent l'ennemi, ça veut tout dire. Donc, pour que le Yémen soit stable, il faut que c'est l'Arabie saoudite qui commande. D'où l'interventionnisme incessant de l'Arabie saoudite dans les affaires intérieures du Yémen. Sur le prétexte que non, vraiment, la longue frontière qu'elle partage avec le Yémen l'oblige à veiller là-dessus pour éviter les trafics dangereux, les terroristes qui vont se constituer, une immigration incontrôlée sur son territoire. Donc, à s'assurer que ce que dit le Yémen soit un pion placé par l'Arabie saoudite. Or, cela débouche immédiatement sur les exacerbations des vieux conflits tribaux. Donc, une fameuse guerre tribale entre... C'est bizarre, hein? C'est une ethnie chiite. Ce sont des chiites. Ce ne sont pas des sunnites qui vont se fracturer autour de deux tribus importantes, les Hachites, et les, comment on appelle ça, les Bakil. Les Bakil. Alors, le chiisme donc est basé donc sur cette conception du chiisme qui est très minoritaire, hein? Le zaïdisme, qui est une conception particulière du chiisme dans l'islam. Donc, ces gens-là ont toujours été marginalisés par le pouvoir central. Donc, surtout particulièrement avec M. Saleh, placé au pouvoir par les Saoudiens. Donc, ils ont été longtemps marginalisés. Et dans le cadre, pour éviter dans leur cas de disparition, ils ont commencé à s'organiser. Ils sont très opposés à l'influence de l'Arabie saoudite dans les affaires du Yémen. Ils ne l'acceptent pas. Donc, du coup, s'ils sont en guerre contre l'Arabie saoudite, ils auront affaire à Washington. Donc, voilà
un peu la tectonique donc, de cette affaire. Je n'ai pas oublié Israël. Alors là, c'est clair, je n'ai pas oublié Israël. Puisque, vous l'avez appelé, les Houthis, en pleine cohérence stratégique, estiment être membre partie prenante de l'axe de la résistance. C'est-à-dire contre Israël, à la Palestine, contre Israël. Donc, voilà un peu les enjeux. Alors, donc, ça s'est intensifié à la fin de la guerre froide, comme vous avez dit. L'Arabie Saoudite a milité, les Américains, ils ont favorisé l'unification du Yémen dans le giron de l'Arabie Saoudite, etc. Mais les dérives de ce gouvernement, M. Saleh, etc., l'instabilité économique du pays, et qui est une économie très instable, parce qu'elle est fondamentalement basée sur 2 ou 3 leviers, le pétrole, qui, je crois, à l'époque, c'était pratiquement 60-65% de la situation du pays. L'agriculture, l'agriculture, où il y a un problème, la question de la drogue, le 4, qui pèse plus d'un tiers. C'est une drogue qui est vendue dans le pays. C'est un problème social, mais bon, les Yéménites, ils en raffolent. Le 4. Et la manne qui venait de l'immigration yéménite en Arabie Saoudite, le travail yéménite, et qui permettait au pays d'avoir des rentrées allant jusqu'à 2 à 3 milliards de dollars par an. Donc, on voit très bien qu'une telle économie est très facile à déstabiliser. N'oublions pas la question de l'eau. L'eau est rare dans ce pays, l'eau. Donc, c'est un pays fragile, il est très fragile à déstabiliser. Donc, lorsque les Américains ont voulu passer à l'offensive dans le cadre de leur plan du Grand Moyen-Orient, ils ont fait, ils ont déstabilisé l'économie du pays. L'Arabie Saoudite a commencé à chercher les prétextes pour envoyer les immigrés et priver le pays de cette manne, très importante dans son budget. On a joué, le pétrole a connu une baisse, l'agriculture a connu des problèmes, n'est-ce pas, structurels, et l'économie du pays est entrée dans une situation de crise extrêmement grave. Ce qui va aggraver ces tensions-là, les tensions ethniques, confessionnelles que je viens de souligner, et va créer les conditions d'une poudrière qui va exploser, n'est-ce pas, à la faveur des manœuvres de l'Arabie Saoudite voulant, n'est-ce pas, imposer son problème, qui était contesté dans le cadre d'une révolution populaire. En fait, les révolutions de couleur que les Occidentaux étaient en train de promouvoir dans la région, au Yémen s'est retourné contre eux. En fait, c'est de cela qu'il s'agit. Parce que les Houthis et d'autres révolutionnaires qui en avaient marre de la mainmise des protégés de Riyad dans leur pays ont profité de ça pour s'imposer. Ça doit effrayer. Tout à fait. Ça doit effrayer Washington et l'Arabie Saoudite qui ont décidé d'entrer en guerre sous ce. Ça va culminer donc avec cette fameuse alliance de 10 pays qui vont vouloir remettre l'ordre en vain dans le pays jusqu'à nos jours. Ce qui a débouché sur l'émergence des Houthis sont devenus extrêmement puissants, militairement, très forts. Ils chassent les porte-avions américains, sont très puissants. C'est-à-dire qu'ils sont en passe de devenir les maîtres de cette route maritime et de cette région. Les Américains n'avaient pas prévu ça. Les Saoudiens n'avaient pas prévu ça. Israël n'a pas prévu ça. Voilà l'enjeu, Houthi. Voilà l'enjeu du Yémen. Donc, cette instabilité va durer autant qu'elle va durer, jusqu'à ce qu'une partie l'emporte. Parce que autant les Américains ne peuvent pas accepter que les Houthis prennent le pouvoir, autant les Houthis ont juré qu'ils ne laisseront pas les Saoudiens revenir d'une manière ou d'une autre à travers, par exemple, l'histoire de fédéralisation du pays qu'on a proposé à l'issue du dialogue national à la chute de M. Saleh. Parce que, attention, on ne l'a pas chassé, il y a eu une négociation, il a démissionné pour être remplacé par son vice-président, mais qui devait être une continuité. C'est que les Houthis et les révolutionnaires n'ont pas accepté. Il a dû fuir, je crois que c'est Hadi, pour se réfugier en Arabie Saoudite. Donc, c'est-à-dire, quand on parle de tectonique, c'est de ça qu'il s'agit, mais pour ne pas entrer dans un récit raconté, un récit très simpliste qui serait tout ce qu'on a dit là, dans le fond, c'est un épicentre qu'il faut inscrire dans le cadre de la grande reconfiguration mondiale. Ils l'ont appelé Grand Reset, consistant à
une recomposition du capitalisme qui déboucherait sur une civilisation totalement nouvelle, avec un nouvel homme transhumain, une planète totalement reconfigurée, avec une démographie totalement maîtrisée. Vous savez, au départ, c'est 500 millions d'hommes. Voilà, au plus 1 milliard. Donc, imaginez ce qui se trame. Imaginez les enjeux. Imaginez les enjeux. Donc, ça marque la fin de ce que j'appelle la vieille géopolitique. La vieille géopolitique, la puissance, l'émergence de quelques puissances qui peuvent s'entendre pour se faire la guerre dans le cadre de la domination du monde. Tout cela comporte comme moyens militaires mobilisés, contrôle des ressources, des approvisionnements, etc. Mais on est entré dans une ère où c'est la présence de l'être humain sur la Terre qui est en question. Le capitalisme est fatigué de l'être humain. Les puissances et le système politique que le capitalisme a favorisé sur la Terre ne se conçoit plus avec la démographie mondiale telle qu'elle se présente là, dans une croissance immaîtrisée. Vous allez voir le cas de l'Afrique, pourquoi l'Afrique va avoir beaucoup de problèmes si on ne se réveille pas. Donc, on est trop nombreux sur la Terre, c'est incompatible avec les intérêts, n'est-ce pas, de la classe capitaliste qui domine le monde, la classe globale qui domine le monde, du moins qui a dominé le monde jusqu'à présent. D'où donc ce choc majeur de la géopolitique, à savoir le choc entre le nouveau capitalisme, parlons comme ça, et le vieux capitalisme constitué des États qui sont en retard au niveau de la technologie, constitué aussi des États comme la Chine et la Russie, qui sont ce qu'on appelle les puissances illibérales, autoritaires, conservatrices, qu'il faut combattre à tout prix. Monsieur le Président, voilà. Et donc, le nouveau capitalisme constitué par l'Europe, je veux dire l'Union européenne, hein, l'Europe, les libéraux européens et l'État profond américain. Merci, Monsieur le Président, pour cette brillante analyse des origines, vraiment, d'un autre point de vue de la crise ou encore de la guerre au Yémen. La prochaine question en découle de la première. Nous avons remarqué une coalition de 10 pays. Mais ici, il a noté que tous ces 10 pays sont en majorité arabes, c'est-à-dire musulmans pour la plupart. Mais comment comprendre que 10 pays se coalisent pour combattre un petit pays, le Yémen, alors qu'on n'a pas vu cette même coalition à se mettre ensemble pour aller attaquer Israël contre la Palestine qui est musulmane. C'est-à-dire, ce paradoxe-là, il est vrai que le Yémen est aussi musulman, mais il y a comme un problème. C'est-à-dire, comment comprendre l'attaque d'un pays frère, deux pays frères, parce qu'il y a le Yémen et la Palestine dans ce Moyen-Orient, mais ces pays frontaliers, ils sont au nombre de 10, s'il faut les citer, le Koweït, l'Oman, la Jordanie, le Qatar, le Bahreïn, le Soudan et l'Arabie Saoudite. On a oublié l'Égypte, deux pays africains, l'Égypte et le Maroc. Comment comprendre cette coalition des pays arabes pour combattre contre leurs propres frères? Deux pays africains, oui. Bon, selon... Oui, parlons comme ça. L'Afrique étant divisée en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne. Il y a les négros africains. Ah, j'ai oublié le Soudan. Merci. Et les maghrébos africains. Parlons comme ça. Ouais. Voilà. Mais votre question est au cœur de la géopolitique mondiale. Parce que cette sous-région-là, en tant qu'épicentre majeur de la géopolitique mondiale, même si ça se déplace maintenant vers l'Asie, se déplace vers l'Asie, mais même ce déplacement en Asie n'enlève pas le caractère vital de l'épicentre du Moyen-Orient. C'est-à-dire, la question est terrible. Pourquoi, rapidement, vous avez vu ces pays faire une coalition pour aller détruire les Houthis, les Houthis. Et ils sont incapables de faire pareil contre Israël. La caractéristique majeure de ces 10 pays-là, ce sont les comptoirs américains. Ce sont les sous-comptoirs géopolitiques américains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la religion n'est pas le facteur déterminant.
le fait d'être un arabe n'est pas le facteur déterminant. Ce qui est déterminant, c'est la proximité avec l'Amérique, l'État américain. Et par ricochet, sans le dire Israël. Parce que n'oubliez pas que l'histoire que vous entendez parler là, les accords d'Abraham, ce n'est pas loin, hein? Ce n'est pas loin de ça. Les accords d'Abraham sont déjà en gestation ici. Oh, c'est quoi les accords d'Abraham? L'accord d'Abraham, c'est une entente entre Israël et les États dits arabes ou musulmans sur le dos de la Palestine. Je vous ai expliqué tout à l'heure que l'un des enjeux majeurs de ce que George Bush fils, c'est ça, non? William Bush fils, Walker William Bush, je pense comme ça, comme ça qu'il s'appelle. George William Bush Jr. Voilà, George William Bush Jr., parlons comme ça. Un des enjeux majeurs de sa politique du Grand Moyen-Orient, c'est d'établir la suprématie d'Israël dans cette dimension. Et là, tout à l'heure, on reviendra à sa dimension eschatologique. Voilà, c'est important. Alors, vous voyez très bien que vous ne comprenez pas cette situation si vous ne remontez pas à la chute de l'Empire ottoman et revisitez le rôle de l'Empire anglais et les États-Unis dans la création de ces différents États, dans leur maintien, leur protection. Alors, la véritable frontière qui les sépare, c'est la guerre entre le sionisme et tout ce que cela contient. Dans le sionisme, je mets les Américains, je mets l'État américain, que ce soit américain, et ce qu'on pourrait appeler le véritable arabisme. Et je vais vous surprendre. Le véritable arabisme, ce n'est pas ce qu'on a raconté là. Ça ne commence pas avec la conversion de la région à l'islam. Il faut remonter plus loin. Et il y a beaucoup d'enjeux. On va arriver à un ensemble de mensonges terribles. D'abord, le fait que pourquoi les Européens ont massacré les Juifs et c'est les non-Européens qui doivent payer le prix. Bien sûr. Pas seulement les Palestiniens, le monde entier. Le monde entier paye le prix. Pourquoi on est venu créer l'État d'Israël dans ce lieu? Quelles sont les populations juives, soi-disant, en réalité, qu'on a importées là-bas, qu'on a déplacées ou venu placer là-bas? Vous questionnez la juiverie de ces populations? Je pose seulement les questions. Oui. Oui. Très important. C'est-à-dire, la manière dont l'Europe a réglé la question juive est au cœur de votre question. À savoir, je répète encore, pourquoi des gens qui n'ont... Pendant que les Européens massacraient les Juifs, les Palestiniens les ont protégés. Dans ces régions-là, ils trouvaient la protection. Par quelle magie on a retourné un conflit intérieur à l'Europe et qui doit opposer les Juifs aux Européens? Normalement, si effectivement il faut régler la question, on a retourné ça pour que ça soit une affaire désormais qui va opposer les Juifs, n'est-ce pas, aux Arabes, à l'islam. C'est une manipulation. C'est le problème. Or, ça va nous amener très loin. Ne courons pas et prenons le temps. Ça, c'est ça la dimension eschatologique de l'affaire. Ça va nous amener très loin. D'abord, la question de est-ce que les élites même là qui dirigent les pays là, vous avez cité là, sont réellement musulmans et arabes? Ça, c'est une très belle question, Monsieur le Président. D'ailleurs, on vous relance là-dessus. Parce que nous comprenons un peu à travers là. Ça veut dire que l'Occident pourrait donc créer par dizaines des sous-groupes confessionnels pour déstabiliser une région. C'est ça le cœur de votre question. C'est ça le cœur de la question. Parce qu'aujourd'hui, on se lève les sunnites, c'est ça, puisque vous contre les chiites. On ne peut pas expliquer comment on peut faire une coalition de 10 États arabes contre un groupe qu'on appelle les Houthis. Parce qu'on veut sauvegarder l'hégémon saoudien dans la région, en sachant que cet hégémon-là n'est qu'un sous-hégémon du véritable patron qui est les États-Unis, qui lui roule, on le sait, pour protéger son totem, Israël. Et que les mêmes gens soient incapables de faire pareil pour protéger les Palestiniens. Je ne parle pas de la rue arabe, je ne parle pas des masses populaires arabes, je parle de l'élite
de ces pays-là. C'est ça qui complexifie, qui explique la complexité du conflit israélo-palestinien et même des rapports, des relations, n'est-ce pas, qui structurent cette sous-région. Et qui en fait l'épicentre majeur de la géopolitique mondiale et de l'avenir de l'humanité. Je vais seulement poser des questions. Vous voyez très bien que on voit très bien que même les populations de ces pays-là ne comprennent pas le comportement de leurs dirigeants. Quand ils sont menacés, ils vont se servir de la question palestinienne pour redorer leur blason. Mais quand il s'agit d'une véritable politique visant à solutionner cette crise définitivement, ils penchent toujours plus sur les positions occidentales. C'est un problème. Donc l'Occident, ce que je peux dire dans un premier temps, c'est que l'Occident n'est pas dans ce qu'on croit. On ne peut pas définir l'Occident seulement selon le cliché, le vieux cliché, à savoir la race blanche. Même la religion chrétienne. Non, ça n'a aucun sens. L'Occident, c'est tout ça maintenant. C'est l'Occident historique qu'on a connu, mais c'est ces États-là, pas une certaine conception de l'islam, etc., un certain rapport géopolitique à l'islam, ça prend tous ces pays-là, même en Afrique, jusqu'à l'Afrique, c'est pas seulement, parce qu'on peut dire que nous on parle seulement de, non, jusqu'à l'Afrique, ça se voit dans les Grands Lacs, ça se voit dans le Sahel, ça se voit en Afrique centrale. Vous voyez que l'Occident, c'est plus vaste, cette configuration, cette constellation civilisationnelle est plus vaste, avec à son cœur la question d'Israël. Je ne reviens même pas sur le... Il faut lire Attali, hein, pour comprendre les... Vous parlez là de Jacques Attali. Oui, pour comprendre... Oui, il faut lire Attali pour comprendre toutes les dimensions de cet apocalypse. Cette eschatologie qui est autour d'Israël, de Jérusalem, des Rothschild, etc. Vous voyez que ben, vous avancez, vous voyez le grand enjeu, je vous ai dit, le sort de l'humanité. Nous avons un système capitaliste qui met l'argent au-dessus de tout, le profit au-dessus de tout, et le sort de l'être humain. Donc, c'est l'affrontement maintenant qui est au cœur de la géopolitique et qui désormais sort la géopolitique du carcan classique. Territoire, thalassocratie, contrôle par les puissances des accès stratégiques à la mer, aux mers, aux matières premières, etc. Ça a longtemps structuré, c'est ce que j'appelle la vieille géopolitique. Elle n'est pas morte, hein, elle est toujours là. Mais désormais, l'avenir de la géopolitique, c'est cette dimension. 4e révolution industrielle, etc. La 3e révolution industrielle s'est faite au détriment de les trois révolutions industrielles se sont faites au détriment du reste de l'humanité, mais au profit de l'Occident. Je le répète encore, les 3 dernières révolutions industrielles se sont faites au détriment de l'humanité, mais au profit de l'Occident. Elle a colonisé toute l'humanité, elle a devenu l'humanité. Maintenant, quand elle dit 4e révolution industrielle, en s'appuyant sur l'intelligence artificielle, etc., on demande de savoir comment elle va faire, comment elle va réussir à entraîner toute l'humanité dans ça, et en conservant sa domination. Voilà l'enjeu de la géopolitique, la nouvelle géopolitique. Voilà la frontière. Le Yémen, tous les conflits que vous voyez n'ont pas d'explication autre que ça. Comment elle va faire pour amener l'humanité là-dedans? Parce que si elle ne nous amène pas dans ça, elle disparaît, l'Occident. Du moins, elle va s'éclater. Parce qu'il faut absolument que nous basculons tous dans l'intelligence artificielle pour que l'Occident conserve son avantage, son hégémonie. Mais est-ce que la Chine accepte ça? Est-ce que la Russie accepte ça? En attendant, on crée des feux partout, on dynamise certains épicentres pour que l'Occident accumule au maximum toutes les ressources de la géopolitique mondiale et les moyens de faire pression, n'est-ce pas, sur la Russie, sur la Chine, comment dire ça,
en mettant en action et en mouvement les forces éteintes à ces pays qui sont occidentalisés. Même l'Iran est dans cette affaire. Hein? Oui, l'Iran est dans cette affaire. La Russie, c'est parce que Poutine est là. Poutine est encore là, mais demain, s'il n'est pas là, qu'est-ce qui se passera? Même la Chine travaille dans cet affaire. Vous avez dans ces pays-là des parties. D'ailleurs, la question de l'Ouïghour, c'est quoi en Chine? C'est quoi en Chine? Vous ne parler que de ça. Vous allez en Russie, vous avez le même problème. Vous avez un clivage en Russie entre une partie des Russes et les Juifs en Russie, par exemple. C'est un clivage qui structure profondément la politique interne dans la Russie. Bon, ne parlons pas des pays comme la France, qui sont des propriétés privées de quelques familles, de Rothschild, l'Allemagne, etc. Donc, la bataille est là. La bataille est là. Donc, on le comprend. Donc, le Yémen est au cœur de cette bataille. Au cœur de cette bataille. Donc, derrière, c'est une guerre civile interne, mais il y a l'enjeu du pouvoir. C'est-à-dire, qui prendra le pouvoir au Yémen? Les Houthis ne peuvent pas accepter, je répète encore, que le pouvoir tombe dans les mains des pro-saoudiens. Et tout ce que cela comporte. Et pour ça, les Houthis sont obligés de s'inscrire dans l'axe de la résistance. Bien qu'elle soit affaiblie aujourd'hui, à cause des évolutions que nous connaissons tous dans la sous-région, tout à l'heure, mais les Houthis donnent l'impression même d'être l'avenir même de l'acte de la résistance, c'est-à-dire le point de renouvellement de l'acte de la résistance, avec l'implication de l'Iran. Et une fois de plus, là où vous voyez l'Iran, il y a l'Arabie Saoudite. Donc, enjeu sous-régional, enjeu régional. Mais une fois qu'on arrive au stade régional, on est obligé d'avancer. L'Amérique va apparaître, la Russie va apparaître, et la Chine va apparaître. Vous voyez maintenant de plus en plus, comme on parle du Moyen-Orient, vous avez vu, l'Amérique a été rattrapée au Moyen-Orient par la Chine dans une certaine mesure et les Russes. Donc c'est un enjeu global à la fin. C'est un enjeu global parce que pour résoudre la question du Yémen, il faudra faire asseoir sur la table les Yéménites entre eux. Ensuite, l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ensuite, la Russie, la Chine et les États-Unis. C'est compliqué, non? C'est compliqué. Comment est-ce qu'on les mettra d'accord? C'est très compliqué. Très compliqué. C'est ça. La profondeur. Profondeur, vous avez dit la tectonique. J'aime bien le D'ailleurs, mot. ça faisait partie, là, vous avez répondu à la troisième question de notre interview qui portait sur le conflit international qu'on voudrait régionaliser. Vous avez répondu brillamment. Mais c'était très bien de souligner le fait que les gens font alliance. Quand il faut aller massacrer les Houthis, et sont capables de faire pareil quand il s'agit d'Israël. Ça amène à redéfinir l'analyse qu'on fait sur la question. Le concept d'Occident. D'Occident, même la valeur de ces différences confessionnelles. Qu'est-ce qu'elle va réellement, etc. Merci, Monsieur le Président. Nous allons poursuivre avec une autre question de cette tectonique géopolitique. Le nouveau président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé qu'il mettrait des moyens militaires américains à la disposition avec la ferme intention de détruire les Houthis par une campagne de pression maximale, mettant ainsi un terme à la position américaine d'acteur passif. Qu'est-ce qui explique ce changement de la politique du président Trump? Les États-Unis ont-ils les moyens de parvenir à leur fin, Monsieur le Président? J'espère que j'ai bien posé ma question. Je reprends ma question. Nous savons que le président Trump, étant un acteur qui se voudrait passif dans les guerres de par le monde, nous sommes étonnés. Un anti-guerre. Voilà, un anti-guerre. Nous sommes étonnés qu'il voudrait, il a mis, puisqu'il a fait, les moyens militaires à disposition pour attaquer le Yémen. Qu'est-ce qui peut expliquer c'est-à-dire cette manière de revoir sa position dans la guerre, de la guerre au Yémen surtout? Mais avant ça, permettez-moi d'aller au fond de votre analyse tout à l'heure, de la question que vous avez posée, qui nous a permis d'aller au fond, d'approfondir la question. Ça permettra de bien comprendre Donald Trump. C'est-à-dire, le fait que les pays arabes, arabo-musulmans, font alliance pour aller attaquer les Houthis, mais ne peuvent pas faire pareil pour protéger les Palestiniens. Alors, ça nous conduit
dans quelque chose de particulier sur lequel je voudrais insister. Vous voyez Israël là aujourd'hui, pour que les gens comprennent bien. Monsieur le Président. L'Israël est le temple des LGBT. Je dis le temple, les gens ne le savent pas. Israël que vous voyez là. À travers les Gay Pride. C'est dit que c'est le temple. J'insiste parce que dans la mémoire eschatologique des peuples qui est là-bas, ça veut dire quelque chose. Bien sûr. Nous qui sommes loin, peut-être on ne peut pas comprendre. Voilà, très bien, le peuple de Dieu, élu, tout ça, machin. Donc, c'est important. Donc, tout ce que les religions révélées recusent, y compris le judaïsme, est célébré en Israël. LGBT, toutes les dérives là sont célébrées là-bas. Alors, nous parlons actuellement. Netanyahou et sa coalition veulent mettre une loi en Israël qui interdirait de parler de Jésus. Et qui punirait à des peines de prison tous ceux, n'est-ce pas, qui vont parler de Jésus. Alors, écoutez très bien. C'est-à-dire, le problème, ce n'est pas de savoir, restons dans la soulevé pour comprendre l'impact de cette affaire. N'oubliez pas qu'il y a une querelle internationale qui n'est pas réglée autour de Jérusalem. Ouais. À qui est-ce que... Ah oui, le statut international de Jérusalem. Puisque il faut gérer trois religions. Le judaïsme, le christianisme et l'islam. Donald Trump a déplacé la capitale de Jérusalem et son ambassade à Jérusalem, dont vous dites, monsieur. Oui, j'arrive, oui. Tout à l'heure, je viens il a fait. Mais c'est parce qu'il a fait que d'autres vont accepter. D'autres, les musulmans, n'acceptent pas ça. Maintenant, le fait que l'allié de Trump, entre guillemets, Netanyahou, fasse la chasse aux chrétiens, parce qu'il ne cessera jamais de satisfaire ses alliés ultra-orthodoxes réactionnaires. Maintenant, que vont donc dire? Vous voyez donc très bien, vous voyez qu'il y a un problème, ça va aboutir à un problème avec Donald Trump, qui lui agit comme ça parce qu'il faut qu'il fasse plaisir à sa base messianique, les messianiques américains, les évangéliques américains. Il a un lobby, l'IPAC. Le lobby, non, pas l'IPAC. Il y a un lobby évangélique américain. Oui, l'IPAC à un autre niveau. Mais ces gens, eux, ils pensent ils croient à l'idée qu'Israël est le peuple élu. Et que le sort du monde se joue sur le destin de cette région, y compris pour les chrétiens. Ils ne sont pas des juifs, des judaïsants. Ce sont des chrétiens, mais évangéliques. Monsieur le Président, pour qu'on se comprenne bien, est-ce que dans la dimension eschatologique, vous êtes en train de souligner la dimension antéchristique d'Israël? Ce que je pense d'Israël n'est pas important. Mes positions sont connues. Mais je voudrais simplement poser sur la table un ensemble de facteurs pour que ceux peut-être qui ne sont pas d'accord avec nous, mais qu'ils l'analysent eux-mêmes et qu'ils en tirent les conséquences. Quand c'est ce qu'on appelle arabe, dirigeant arabe, quand c'est ce qu'on appelle démocratie, parce qu'on parle de démocratie. Les 9 pays là qui ont fait la coalition, c'était moi dans ces pays-là, un de ces pays démocratique. Ils sont tous des royaumes, pour la plupart. Des monarchies. Bon, des monarchies. Est-ce qu'on leur met la pression comme met d'autres pays, africains en particulier, pour qu'ils se démocratisent? Non, monsieur. Que vaut donc la démocratie alors? Nous, on soulève des questions que les gens doivent répondre. Hein. On dit que c'est quoi la démocratie? Est-ce que vous comprenez donc que bon, quand c'est l'Afrique, on nous a étudié mentalement, il suffit de dire élection à 2 tours alternants pour qu'on devienne fou. On va mettre nos pays à feu et à sang. Mais je précise, tous les États là, qui sont les alliés mortels de l'Amérique et de l'Occident, montrez-moi un seul pays là-bas où il y a une pratique démocratique au sens occidental. Il n'y en a pas. Au Maroc, aujourd'hui, on a des pratiques où quand le roi parle, on se met à genoux, on baisse sa main. Ça ne dérange pas. Les modernes et les post-modernes, occidentaux, etc. Et leurs amis africains qui croient à ce type de trucs. Je voulais seulement souligner ça. Mais je voulais souligner le choc eschatologique inévitable qui à un moment donné va se produire. En fait, je voulais montrer que le mode de vie d'Israël, quand on parle de Grand Moyen-Orient, est-ce que ce mode de vie est compatible avec la pensée islamique? Si on prend seulement la pensée islamique. C'est un enjeu majeur. Parce que ça veut dire que les pays islamiques devront accepter les LGBT comme étant les valeurs supérieures de la vie. Et tout ce qui va avec, par exemple, le wokisme, etc. Je veux montrer tout ça pour vous dire que c'est un choc terrible que nous avons devant nous. Parce que si Israël donc doit être
le pays suprême de la sous-région. C'est ça le projet. C'est aussi ça l'enjeu de, du nucléaire iranien, avec tous les risques qui vont avec. Si l'Israël est dans le modèle, il va imposer ses valeurs dans la sous-région, puisqu'il passe son temps à dire qu'il est la seule démocratie de la région. Donc, il faut à tout prix qu'on le protège parce qu'il est le seul garant d'une possibilité démocratique dans la sous-région, parce que lui-même, il est une démocratie. Donc, j'étais là, tu souligner ça. Donc, pour revenir dans la question de Trump, oui, Madame Yembo, il y a ce qu'on appelle la continuité de l'État. Vous ne réglez pas ça comme ça en un coup de tête. Trump est obligé, malgré lui, d'assumer l'héritage de l'État profond. Vous vous relancez, M. Oui, le Président. je réponds à votre question. Hein. Vous avez demandé pourquoi il arme les Houthis. Pas pourquoi il arme, il bombarde les Houthis. Justement, M. le Président, ça Oui. va dans le même sens. Je Oui. veux juste que vous compreniez davantage la profondeur et que vous puissiez d'ailleurs creuser davantage. Dans une fuite d'informations publiée par le journal américain Atlantic récemment, il y a 2 jours, l'échange entre le vice-président Vance et le secrétaire d'État américain, de défense, pardon, il a dit, le vice-président Vance a dit que bombarder le Yémen était une erreur. Et il poursuit en disant l'opération renforçant le transport des marchandises à la mer Rouge profiterait surtout à l'Europe. Comment comprendre dans ces propos du vice-président qu'il n'est pas forcément rassuré de cette attaque-là? Et vous le dites tout à l'heure. Ça montre la difficulté à Donald Trump de gérer l'héritage de l'État profond. Pourquoi? Parce qu'il y a aussi, il faut rassurer l'armée américaine. Il faut rassurer le carteron de généraux américains. Il faut rassurer le complexe militaire, etc., qui font partie de ce qu'on pourrait, les spécialistes appellent le keynésianisme militaire américain. C'est-à-dire que l'industrie militaire américaine, on ne peut pas s'amuser à la laisser s'effondrer. Ce qu'il a dit qu'il est venu pour que les entreprises peu importe ce qu'il pense, américaines il ne peut pas laisser ça s'effondrer parce que ça va créer du chômage, etc. Or, son motif, c'est créer de l'emploi, etc. Donc, pour créer les emplois, avant de créer les emplois, il faut y consolider ce qui existe déjà. Donc, il y a ça. Et le conflit apparent avec son vice-président sur la question, en réalité, c'est un jeu. C'est-à-dire que l'autre rassure quand lui, il joue. Pour ne pas prêter le flanc à l'État profond, qui va commencer à lui faire lever le pignon aux États-Unis. Parce que, attention, les démocrates sont encore là, ils sont là. Donc, ils sont là, la moindre erreur de Trump, ils peuvent l'utiliser à des fins. Vous voyez comment on utilise la question de la fuite, la fuite des noms des documents de sécurité, comment c'est utilisé pour le déstabiliser. Les midterms, c'est dans 2 ans. Hein. Les midterms, c'est dans 2 ans, même plus 2 ans. Maintenant, on peut dire 1 an, 9 mois, 10 mois. Donc, c'est proche. Trump doit gérer cette perspective. Donc, pour ce faire, il doit assumer, malgré lui, l'héritage de l'État profond. En plus, maintenant, c'est un Américain, Donald Trump. C'est un impérialiste, c'est un Américain. C'est un Américain. Donc, il prend ce qui est bon d'après lui pour l'accompagner dans son rêve de retour de la Grande Amérique, retour de l'esprit premier, l'Amérique victorieuse, dominante. Donc, il va prendre. Donc, il faut inscrire ça dans cette dynamique-là. C'est l'Amérique. Donc, l'Amérique ne peut pas ne pas rassurer les Saoudiens. Et par ricochet, tous les 10 études que vous avez soulignés là, tous les valets là que vous avez soulignés là, il faut les rassurer. Et pour rassurer, c'est bombarder les Houthis, démontrer qu'on ne laissera pas les Houthis dicter leurs lois dans cette route-là. Mais Vance a raison. Vance, je vous dis qu'il joue, parce qu'il faut rassurer l'électorat. Vance rappelle que dans tout ça, l'Europe, parce que pour Vance, qui est censé assurer la continuité après Trump, Vance sait très bien que l'Europe est le refuge de l'État profond qui a perdu l'élection devant Donald Trump. Vance le sait. Et qui se cache maintenant en Europe, la France, tous ces pays de l'Union européenne, pour essayer de continuer les guerres. Les guerres que l'État profond a déjà engagées, en espérant que la parenthèse Trump va se fermer dans 4 ans. Merci, M. le Président. Monsieur le Président, nous revenons sur la géopolitique du chaos que vous avez évoquée si bien. Et nous savons que dans la géopolitique du chaos, il est de coutume de mettre un allié et son opposé, côte à côte. Monsieur le Président, est-ce que... On contrôle l'opposition et on contrôle la majorité. Oui. Est-ce que dans cette logique-là, on ne peut pas dire que les pays arabes peuvent être aussi victimes
de la géopolitique du chaos des États-Unis? Oui, oui et non. Oui et non. Oui, parce qu'effectivement, historiquement, je l'ai dit encore, il faut revisiter l'histoire de la chute de l'Empire ottoman, la manière dont le Moyen-Orient moderne, allons comme ça, post-colonial s'est constitué pour comprendre la situation de ces États-là aujourd'hui. Comprendre l'origine généalogique des dirigeants de ces différents États. J'insiste là-dessus. Vous prenez la Jordanie, vous prenez Oman, Koweït, les Émirats, le Qatar, l'Arabie Saoudite, etc. Je vous assure, hein, vous apprendrez beaucoup si vous vous donnez un peu le temps d'étudier, je répète encore, la généalogie historique, géopolitique des classes dirigeantes de ces pays-là. Donc, oui, parce que la plupart ont émergé comme des pions. Si on met de côté des États comme la Syrie, l'Égypte a fait plaisir. L'Égypte pouvait donner de l'espoir au temps de Nasser. Mais on sait très bien ce qui s'est passé depuis la mort de Nasser. Comment les Occidentaux ont essayé de récupérer l'Égypte et ils l'ont récupéré. Aujourd'hui, c'est un partenaire majeur de Non, depuis très longtemps. Ils l'ont récupéré. Il reçoit même 2 milliards de dollars. Voilà, il a un même rôle qu'on lui a donné pour jouer dans cette crise-là. Il lui a donné un rôle. Il joue un rôle là. On appelle ça la gestion du Sinaï, la gestion des passages souterrains, tunnels, etc. Il permet de jouer un rôle. Et vous allez voir qu'à chaque fois, quand les Palestiniens sont morts, il y a une quantité de morts palestiniens, l'Égypte va surgir. Avec les plans de fer, que machin, de cesser le feu, machin. Mais jamais il n'empêche les Palestiniens de mourir. Hein. Qu'il y a une quantité de morts palestiniens, l'Égypte va sortir. Vous voyez très bien qu'il y a une répartition des tâches, une division des tâches, n'est-ce pas, géopolitique, qui permet, n'est-ce pas, à Israël et aux Occidentaux de continuer à une certaine mesure à conserver leur position dans la sous-région. Mais je vous ai dit, ça a beaucoup évolué. Hein. Maintenant, la Chine est devenue un acteur majeur dans la sous-région, d'où la volonté des Chinois de réunir le leadership palestinien. Il y a eu une réunion pour ça en Chine. Comme vous savez, quelqu'un a abrité une telle réunion pour essayer de réunir le Fatah et le Hamas, par exemple, du moins les différentes factions de la résistance palestinienne. La Russie aussi, c'est pareil. La Russie a de gros intérêts dans cette région-là. Donc, elle va être impliquée. Donc, ça va devenir encore... ça sera mouvementé. On verra comment le triangle qui se dessine au niveau de la géopolitique mondiale, le triangle fêtier de la géopolitique mondiale, on verra comment ça va se passer dans cette sous-région-là. Mais, votre question, vous pouvez me rappeler un peu la question que vous avez posée? Il était question, Monsieur le Président, de savoir si les pays arabes ne seraient pas victimes de la stratégie. Je disais oui, au regard de la manière dont ils se sont constitués comme classe pour les dirigeants. Et pour des raisons qu'on avait évoquées tout à l'heure. Non, parce que les évolutions mondiales vont les amener, ouvrent les possibilités de repositionnement pour ces dirigeants-là. Je prends le cas de l'Arabie Saoudite. Par exemple, elle voulait signer les accords d'Abraham. Vous le savez. Elle était prête à signer, hein, mais ce sont des attaques du Hamas en octobre, le 7 octobre. 7 octobre, qui ont freiné le processus. Alors, vous voyez qu'ils ont été obligés de tenir compte de ce contexte-là. Ça veut dire qu'à la faveur des évolutions, ces États naviguent, essayent de se repositionner. Je vais appeler ça comme ça, le pantouflage géopolitique de l'Arabie Saoudite. Je fais le mot pantouflage. C'est-à-dire qu'il garde son alliance historique avec les Américains, mais il pantoufle dans les BRICS. Et après, on se retrouvait à une situation où les BRICS ont été obligés de faire marche arrière, de différer la question de la monnaie des BRICS. Alors, vous voyez, tout ça, ça montre que victime, oui, victime, en même temps, non, parce qu'on voit bien qu'il y a des marges de manœuvre, que ces pays ne se privent pas de saisir quand les circonstances et donc, c'est un choix. Le permettent. Oui, ils ont la possibilité, il y a des possibilités de choix. Mais il y a les pesanteurs historiques.
Tout à l'heure, je vous ai dit, je vous ai rappelé ça. D'ailleurs, vous savez, les Américains ont là, Israël, les États-Unis ont là de rappeler à l'ordre de ces dirigeants. Quand vous voyez comment le sort qui a été fait à Bachar, par exemple, ça montre aux gens que nous avons un fouet. On a des capacités de ménager la carotte et le bâton. Les dirigeants qui vont vouloir montrer que voilà, ils veulent suivre la voie de la rue arabe, nous avons les moyens de les corriger, quitte à les renverser, même à les tuer. Il n'y a pas de meilleure manière de dire attention à des dirigeants, de leur rappeler leur situation, leur faiblesse géopolitique. D'ailleurs, les dirigeants n'ont pas entendu que l'Occident et Israël leur rappellent ça. La plupart sont sous la protection des États-Unis, parapluie militaire américain. Comment on va être ce parapluie militaire et combattre Israël? C'est impossible. Je répète encore, on ne peut pas être sur le parapluie militaire américain et on combat Israël. C'est impossible. Ça explique aussi le fait qu'ils peuvent rapidement s'unir pour taper sur les outils, mais ils sont capables de s'unir pour protéger les Palestiniens. Le régime syrien, qui lui était à fond dans l'œuvre de la résistance, a payé le prix. A payé le prix. Même si ce n'est pas fini là-bas aussi. C'est vrai qu'elle amorce sur la prochaine question, Monsieur le Président. Après la chute éclair du président Bachar al-Assad en Syrie, la guerre puis la trêve au Liban et enfin le génocide israélien en Palestine, l'axe de la résistance s'en retrouve affaibli. Et le seul axe qui résiste là, c'est l'axe Houthi. Cependant, les récents événements en Syrie nous ont montré qu'il ne faut jamais se reposer sa stratégie sur une puissance. C'est-à-dire, pour les Houthis, il ne faut pas aussi reposer sa stratégie sur l'Iran, bien évidemment. Mais, Monsieur le Président Banakani, nous voulons savoir quelles sont les cartes géopolitiques et géostratégiques dont dispose ou bien pourrait se prémunir, devrait se prémunir les Houthis contre un potentiel accord entre les puissances. D'abord, je vais faire une précision parce que, comme notre émission, en rappelement, on peut me prêter des mots, des intentions mal interprétées. Quand je parle de l'islam, je parle des classes dirigeantes. Je veux dire, leur comportement crédibilise un ensemble d'interrogations sur leur rapport à l'islam. Vous avez parlé du vrai arabisme. Voilà, le vrai arabisme, le vrai musulman. Par contre, les populations là-bas, ils croient à leur religion. Et c'est un levier de combat. C'est important de le dire. Parce que on pourrait me prêter les idées à savoir que non, j'aurais d'un trait comme ça la foi islamique, ça ne sert. Non, je ne parle pas de ça. Je parle des classes dirigeantes. C'est important de préciser. Les classes dirigeantes qui peuvent naviguer entre une appartenance islamique ou musulmane officielle et des appartenances nocturnes, ésotériques, les fraternités, franc-maçonniques, etc. Tout ce que cela comporte. Vous comprenez bien. Alors maintenant, pour revenir à votre question. Les Houthis, bien qu'ils se soient inspirés du Hezbollah, et dans une certaine mesure, de la Syrie et du Hezbollah, écoutez très bien, ne sont pas le Hezbollah, encore qu'ils ont des similitudes, parce que bon, c'est un mouvement populaire qui conduit à l'avènement du Hezbollah. La résistance au projet d'Israël, quand Israël va entrer au Liban, le Hezbollah va naître de là. Donc la naissance historique est connue. Mais les Houthis sont particuliers. L'Iran a commencé à s'intéresser aux Houthis sur le tard. Au début, il méprisait les Houthis. Vous savez pourquoi? À cause justement de la question du zadisme. Le zaïdisme. Le zaïdisme, c'est une religion chiite, mais particulière, minoritaire par rapport au grand foyer, n'est-ce pas, historique, chiite qu'on connaît, l'Iran, etc. Donc, à cause de eux, et ils tiennent à leur foi. Ils tiennent à leur foi. Donc, l'Iran s'est seulement intéressé après au regard de la puissance que les Houthis se sont donnés par leurs propres efforts. On va analyser les Houthis de manière légère. Le mouvement Houthi est bien enraciné sociologiquement
historiquement, dans son bastion originel qui est le nord du Yémen, mais aussi la capacité qu'elle a développée de s'agréger un ensemble d'autres tribus, n'est-ce pas, avec leurs revendications, qui fait de Hutu aujourd'hui un mouvement très puissant et qui va maintenant au-delà du nord du Yémen. Il faut bien voir ça. Donc, si on oublie ça, on peut justement se poser la question de savoir est-ce que les Hutus ne feront pas les frais d'une alliance de puissance comme le Hezbollah en a fait les frais. Il ne faut pas cacher. Le Hezbollah a fait les frais. Comme en Syrie. Dans les Houthis, attention, ce n'est pas la même chose. Encore que bon, il y a eux-mêmes sont travaillés par les contradictions internes de ceux qui estiment qu'il faut approfondir les relations avec l'Iran, aller même plus loin, qu'il faut accepter même les négociations pour l'avènement d'un pouvoir central fédérateur fort au Yémen, mais c'est un courant encore très minoritaire parmi les Houthis. Le courant majoritaire puissant, c'est ce courant qui marie la profonde endogénéité du mouvement, que ce soit dans son histoire, que ce soit dans les classes populaires qui la composent, son origine tribale, etc., confessionnelle, etc. Et qui s'est marié ça avec les alliances stratégiques sous-régionales, dont l'Iran. Bon, il est évident il est de plus en plus évident qu'il n'est pas exclu que les forces palestiniennes de la résistance, n'est-ce pas, la résistance palestinienne commence à réfléchir, commence à voir dans quelle mesure les outils peuvent constituer un levier stratégique avec lequel travailler pour continuer le combat palestinien. Ça, c'est pas exclu. Mais les outils, leur puissance est plus endogène. Hein. C'est vraiment, ça se confond avec le tissu, n'est-ce pas, le tissu sociologique du Yémen, en particulier, comme j'ai dit, la région du Nord. Merci, Monsieur le Président. Alors, nous allons arriver dans ce qu'on pourrait dire qui nous est directement lié. Compte tenu de ce qu'il y a 3 millions de Noirs qui se trouvent au Yémen, et le Yémen est un pays qui se trouve à la porte de l'Afrique. La corne de l'Afrique. Oui, ça dépend d'où on se trouve, la porte. Oui, voilà. Quel serait en termes de déstabilisation du fait de cette guerre, les retombées ou la position que doit prendre l'Afrique face à cette guerre, et plus précisément les positions du Cameroun? La question est difficile. Hein? Il y a des positions d'État, les positions de l'opinion combattante, les positions panafricanistes. Il faut articuler tout ça. Bon, nous allons peut-être commencer par les questions panafricanistes. Bon, je vais essayer d'articuler. Elle est difficile. Vu que vous avez une casquette de panafricaniste. Je suis panafricaniste. Donc, pour les États, ce qui les intéresse, c'est les conséquences de l'insécurité, comme ça qu'ils appellent ça, qui règne dans ce couloir, cette route stratégique qui voit circuler beaucoup de barils pétroliers. Voilà, barils de pétrole. Ça. Et les conséquences sur nos pays. Vous voyez souvent dans nos pays, si on parle du Cameroun, les pays africains, l'impact qu'il y a eu sur les pays africains, l'impact de la guerre d'Ukraine sur les pays africains. Vous voyez, il y a un impact qui se traduit par lorsque les coûts de transit logistique montent, ça impacte les prix. Et ça nourrit l'inflation dans nos pays, entre autres. Donc les États, souvent, se positionnent en regardant ça. Ils ne vont pas s'empêtrer d'idéologie, de trucs historiques, tout ça. Ils regardent probablement ce type d'intérêt qui détermine. Il y a aussi le facteur des alliances. C'est-à-dire que, je prends un exemple, si un État africain est lié à l'Arabie Saoudite et reçoit de l'aide financière de l'Arabie Saoudite, vous voyez très bien que ça
son alignement sur la question, va tenir compte de cette donnée-là. Donc, il y a cet alignement-là. Si vous dépendez d'Israël, d'une certaine mesure, de la sécurité et autre chose, vous réfléchirez avant de prendre position, n'est-ce pas, sur la question. Parce qu'il faudra bien sauvegarder votre intérêt avec Israël. Je dis que donc, ce sont de tels paramètres d'analyse, de tels paramètres interviennent dans la position des États. Donc, l'impact, il est là. L'impact, il est là. C'est vrai qu'il est difficile que l'Afrique étatique ait une position commune sur de tels sujets. C'est ça que l'Union africaine a de la peine à se positionner dans un pareil sujet. Elle qui navigue entre les intérêts de la conférence des chefs d'État et le financement que l'Union européenne lui donne. Européen. Alors maintenant, cela dit, du point de vue panafricaniste, nous sommes préoccupés par, justement, nous avons plus de 3 millions de nos frères là-bas. Vous avez parlé de l'antériorité civilisationnelle de ce qu'on pourrait appeler l'enclave du Yémen, dans cette région-là. Et que de ce fait, le Yémen est la mémoire, c'est-à-dire multimillénaire civilisationnelle de cette sous-région. Et de ce fait, elle rappelle à l'époque le rayonnement des civilisations nègres dans tous ces endroits-là. Donc c'est intéressant pour nous les panafricanistes. C'est intéressant parce que comme le panafricanisme est obligé de réécrire l'histoire du monde, de réécrire l'histoire, on est obligé de réécrire l'histoire, de battre, n'est-ce pas, de contrecarrer cette hégémonie géopolitique, mais qui est aussi une hégémonie intellectuelle, qui est aussi une hégémonie du récit historique. Puisqu'il faut revoir et réécrire tout ça, mais on ne peut pas s'amuser, n'est-ce pas, avec de tels foyers qui, sur le plan historique, sont des capitaux immatériels avec lesquels on ne peut pas jouer. Donc pour les panafricanistes, c'est un enjeu majeur. C'est d'ailleurs pour ça que nous nous intéressons à cette question. C'est une des raisons pour lesquelles on s'intéresse. Donc, de ce point de vue, nous sommes, on va dire ça, c'est notre enjeu aussi. Il est important, c'est important de veiller, d'assurer une veille stratégique et géopolitique sur l'épicentre là, le sous-épicentre yéménite, qui lui a mis là au cœur de l'épicentre global du Moyen-Orient. C'est parce que l'Afrique n'a pas pu anticiper sur cette affaire du Grand Moyen-Orient que nous avons subi les événements du Sahel. Et on paye le prix aujourd'hui. Nous n'avons pas vu venir le terrorisme. Nous ne voyons, on n'a pas vu venir le terrorisme. On ne voit donc pas la mutation que le terrorisme est en train d'opérer. On est en train de passer de terroristes à armées terroristes. Le M23 dans les Grands Lacs, ce sont tous des armées terroristes qui pérulent dans le Sahel en général et en particulier dans le lac Tchad, le Golfe de Guinée. Y a-t-il un lien avec Boko Haram aussi? Bien sûr. Mais on connaît l'histoire de Boko Haram, non? Boko Haram, c'est ceux qui ont créé l'État islamique, là, qui ont créé Al-Qaïda, tout ce machin-là. Al-Nosra, qui est maintenant au pouvoir en Syrie, avait un faux nom. Ce sont ceux qui sont derrière Boko Haram. Ils sont le même genre. C'est une stratégie globale, globalisation, c'est global. C'est nous les Africains qui continuons à réfléchir national, sous-régional, alors que eux, c'est global. Global. Merci, Monsieur le Président. Nous arrivons déjà pratiquement au thème de notre émission et nous allons poser une question, Monsieur le Président. Monsieur le Président, la guerre du Yémen est un conflit très méconnu. Elle est même surnommée d'ailleurs la guerre oubliée. Tout à fait. Pourtant, c'est un conflit aussi meurtrier, beaucoup plus encore. Monsieur le Président, la coalition arabe applique les mêmes méthodes que nous avons observées à Gaza. Nous parlons ici des frappes, des bombardements sur les hôpitaux, sur les écoles et sur toutes les structures de civils. Nous parlons d'un embargo manifeste et éhonté. Embargo sur les médicaments et sur tous les produits alimentaires. Monsieur le Président, nous parlons de frappes aériennes et de soldats qui sont sur le terrain. Nous parlons aujourd'hui de pratiquement 500 000 morts. Plus de 500 000 morts. Plus de 500 000 morts des chiffres officiels, des chiffres officieux. Monsieur le Président, nous avons une pauvreté endémique. La population yéménite souffre de pauvreté. Oui, de 60% de la population française, 80%. On parle de 80%. Vit dans... Oui, bon, avant, oui, ça s'est accentué tout à l'heure. Parlons de pauvreté endémique, de conditions d'infra-humanité et de mortalité néo-infantile jamais vues dans le monde. Monsieur le Président, quelles sont selon vous les perspectives de sortie de crise pour ce peuple
aussi résilient? D'abord, je vais vous dire une chose qui va vous surprendre. La condition de la population yéménite est la condition qu'on veut généraliser à toutes les populations inutiles de la Terre, c'est-à-dire désormais inutiles au plan géopolitique. Je salue votre question, parce qu'on ne la comprend pas si on ne revient pas à mon entame, quand j'ai voulu planter le décor, qui permet de comprendre le passage de la vieille géopolitique classique à la nouvelle géopolitique dans le monde. J'ai expliqué qu'avant, les nations s'affrontent dans le cadre des guerres stratégiques, les puissances, etc. J'ai indiqué qu'au moins, jusqu'à l'avènement du grand projet du Grand Moyen-Orient. Je vous dis qu'à l'époque, la thématique du Grand Moyen-Orient, d'après Bush, c'était la démocratisation, n'oubliez pas. Démocratiser le Moyen-Orient, c'est ça. Sur la base du mensonge et de l'assassinat des millions d'Irakiens. Vous vous rappelez les armes de destruction massive, mais qui étaient en fait des... Collis Powell, avec oui, la fameuse fiole. La fiole dans une... d'anthrax. Voilà, oui, dans un petit bouchon là. C'était ça l'arme de destruction massive de Saddam Hussein. Donc c'est une... Vous voyez à quel niveau on peut se moquer des gens, vous voyez comment on peut se moquer de nous, se moquer... Donc pour eux, on n'existe pas, on n'est rien. Parce que si vous pouvez venir aux Nations Unies avec une fiole, vous dites que voici l'arme de destruction massive de Saddam Hussein. Et après qu'on a massacré les Israéliens, pendu les Irakiens, pendu Saddam Hussein, etc., vous venez après dire que vraiment je regrette, j'ai menti. Avant de mourir, vous dites que je regrette. Bon, ouais, on se moque des gens. Une moquerie. Mais pourquoi? Je le répète encore. L'enjeu. Quand ces gens vous parlent d'écologie, de transition thématique, quand ils vous parlent de la nécessité de maîtriser la démographie, il faut bien comprendre de quoi il s'agit. Donc, parce que désormais, on est trop nombreux sur la Terre. Toute occasion qui peut diminuer la population mondiale est une bonne chose. Voilà pourquoi les Yéménites peuvent mourir, ça ne dérange personne. On s'en fout. D'ailleurs, je vous ai dit qu'ils sont trop nombreux pour l'Arabie Saoudite. Hein? Les Yémen, c'est pratiquement bientôt 30 millions d'habitants. Donc, largement dépassé la population saoudienne. Donc, même d'abord pour la sécurité de l'Arabie Saoudite, si les Yéménites meurent, ça ne dérange pas, au contraire, c'est une bonne chose. Donc, on n'oublie pas, c'est un oubli stratégique. C'est fait à dessein. Donc, il faut bien comprendre ça. Vous savez, les droits de l'homme, tout ça, c'est pour les idiots. C'est pour les idiots. C'est-à-dire, Netanyahu a montré que l'Occident s'en fout. C'est-à-dire que vraiment, c'est-à-dire, il faut être vraiment, excusez-moi, un taré pour croire un seul instant que l'Occident comprend la moindre chose. C'est-à-dire, comprend quelque chose à la notion de droits de l'homme. Même si la France se targue d'être le pays où c'est né. Là, il n'y comprend rien. D'ailleurs, les droits de l'homme sont nés chez eux là. Mais ce n'est pas le droit de l'homme. Ce n'est pas la même chose. Ils n'y comprennent rien. Non. Netanyahu l'a montré. Il a fait ce qu'il a fait là devant le monde entier. Il a nargué le monde entier. En se basant sur la supériorité du peuple juif, la supériorité d'Israël, et y compris sa propre supériorité, à travers une autre mission civilisatrice eschatologique qu'il a assumée publiquement, en rappelant ce que nous on doit à Israël. Nous, le monde aussi, on doit. Le génie technologique, la médecine, l'ingénierie, et qu'on est ingrat. Il a rappelé ça dans un discours clair, officiel. Il a assumé. Il a assumé. Donc, c'est aussi pour ça, mon cher Beck, quand vous rappelez les méthodes de cette coalition arabe sur les populations yéménites, utilisant les mêmes méthodes que Netanyahu, c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas parler devant Netanyahu. Vous comprenez ça? Israël, c'est tout ça. Israël, je te tiens, tu me tiens. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas parler fort quand Netanyahu frappe. Parce qu'ils font pareil. Vous imaginez, ok, je prends un exemple. Et je reviens, c'est ça les accords d'Abraham. C'est ça les accords d'Abraham. C'est-à-dire que si l'Arabie Saoudite, si Israël dit Arabie Saoudite, ok, comme tu veux protéger les Palestiniens là, moi, je sais ce que je veux faire avec les outils, par exemple. Mais le roi, qu'est-ce qu'ils font? L'Arabie Saoudite va faire quoi? Ils vont s'aligner. Vous voyez, ils vont s'aligner. Donc, vous voyez que le théâtre yéménite, hein, en même temps que le théâtre yéménite, en même temps que
comment on dit ça? En même temps que il donne des arguments, n'est-ce pas, au niveau de l'analyse de la sous-région, nous parlons du Yémen, de sa spécificité, etc. Et en même temps, ce théâtre-là est la meilleure façon de tenir l'Arabie Saoudite. Parce qu'il suffit de lui faire comprendre que, OK, si tu ne t'alignes pas, nous, tout à l'heure, vous avez parlé de tenir l'opposition, n'est-ce pas? La thèse et l'antithèse. La thèse et l'antithèse, très bien. Alors, il suffit d'un déplacement du curseur. On passe de la thèse, qui est l'Arabie Saoudite, et on vient vers l'antithèse, qui est le Yémen. On dit maintenant, nous allons soutenir le Yémen contre toi, l'Arabie Saoudite. Ils l'ont fait, n'oubliez pas. C'était quoi la guerre de Malouine? Ils l'ont fait dans le cadre de la guerre Iran-Irak. Ils l'ont fait. Irak. Ils ont affaibli, ils ont utilisé la guerre pour affaiblir Saddam Hussein, qui était leur agent. Et quand c'était suffisamment affaibli, qu'est-ce qu'on a fait? On l'a attaqué pour le détruire. Alors que hier, on avait utilisé, on lui a dit que non, vraiment, toi, tu vas être le rempart contre les fachos, les malades mentaux de l'Iran. Ils ont joué ce jeu. Donc, ce n'est pas la première fois qu'ils font la gestion, vous avez dit, de la thèse et de l'antithèse. Merci, Monsieur le Président. Nous arrivons là au terme de notre émission. Nous avons consacré pratiquement plus de 90 minutes à cette profondeur sur la tectonique géopolitique et nous étudions la question du Yémen. Monsieur le Président, nous rappelons que un triste décompte. Chaque minute, au moins, chaque 10 minutes, Monsieur le Président, au moins un enfant meurt au Yémen pour des raisons pratiquement évitables. De surmalnutrition. D'infra-humanité. D'infra-humanité. De maladies chroniques. Sur 90 minutes, nous comptons 9 enfants morts. C'est triste, c'est un triste détail, Monsieur le Président. Ils n'ont pas de droit. Ils n'ont pas de droit. Ils n'ont pas des humains. Monsieur le Président, nous parlons des questions géopolitiques. Nous devons nous intéresser également aux humains. Oui, mais c'est pour ça que nous venons avec une approche différente. Je parle toujours de nouvelle géopolitique que nous entendons assumer. Et désormais, le monde, ce n'est pas que les puissances. Le monde, ce n'est pas les intérêts stratégiques et géostratégiques. Il faut en finir avec ça. Le monde, merci de le rappeler, c'est l'être humain. L'être humain. Merci, Monsieur le Président. J'étais avec Madame Stéphanie Yekmo et nous étions là pour Tectonique Géopolitique. À bientôt. À bientôt. Nous avons salué sa sagacité et nous l'encourageons à continuer. D'ici peu, elle deviendra une des meilleures si elle ne l'est pas déjà, maîtresses de la géopolitique mondiale. Merci, Monsieur le Président. Je vous en prie.